Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Chapuis, je suis rédacteur en chef à La Croix et je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e édition du Live Landois. Vous le savez, le Club Landois a été créé à l'initiative de Bayard. Il réunit des acteurs de tous les horizons autour de la thématique de la transition démographique et nous organisons ces rencontres tous les mois pour réfléchir sur cet enjeu majeur, pour faire avancer aussi très concrètement ces sujets dans les entreprises, dans la sphère publique. Lors de nos premières éditions, nous nous sommes concentrés sur les aspects qui concernent l'entreprise, notamment les entreprises peuvent-elles se passer de leurs seniors. Nous nous sommes aussi posé des questions qui concernent le logement. Quel logement pour les seniors de demain? Et nous nous intéressons aujourd'hui à l'enjeu de la mobilité, parce que ça ne nous aura pas échappé, c'est l'un des domaines de compétences des régions et que nous sommes à quelques jours des élections régionales. Notre thème donc aujourd'hui, mobilité et région, les nouveaux enjeux, et j'accueille pour cela 2 invités. Édouard Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Transdev pour la France. Transdev, acteur majeur de la mobilité, plus de 80 000 collaborateurs dans le monde, environ 11 millions de passagers transportés chaque jour. Vous corrigerez éventuellement ces données. Nous sommes également avec François-Xavier Albouy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine, directeur de recherche, et vous êtes en charge de la chaire transition démographique, transition économique. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je précise à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions via le petit onglet Q et R qui se trouve en bas de l'écran, et je me ferai votre ambassadeur auprès de nos invités. Alors, je voudrais qu'on commence bien sûr par la crise que nous traversons, la crise sanitaire, la crise économique, crise inédite dont nous ne sommes pas encore complètement sortis, une crise qui nous a immobilisés, qui a accéléré le télétravail pour les actifs, qui a renforcé l'isolement des personnes qui vivent le plus à l'écart. Et je voudrais que nous commencions par là, Édouard Reynaud. En quoi cette crise change-t-elle la vision, les prévisions d'un acteur comme Transdev pour les années à venir? Alors, vous avez raison, au-delà des impacts immédiats qu'on a vécu avec notamment une fréquentation sur les réseaux de transport public qui a baissé en moyenne de plus de 50% l'année dernière, et qui aujourd'hui, nous avons des niveaux de fréquentation de l'ordre de 70 à 75% qui sont remontés récemment là, depuis le 22 mai et encore un petit peu plus depuis le 9 juin. Ça change la vision. D'abord, ça nous a obligés à réfléchir différemment, à la fois sur les transports longue distance, mais ça c'est peut-être pas notre sujet premier, mais d'abord sur les transports du quotidien. Et les transports du quotidien, ils ont été massivement impactés par des changements d'habitude. Et on estime aujourd'hui que 10 à 15% des gens qui avaient l'habitude de fréquenter les réseaux de transport public auront du mal à y revenir, soit par changement d'habitude, le télétravail notamment, soit par une utilisation un peu prioritaire de la voiture par crainte d'être avec d'autres usagers du transport, ou tout simplement parce qu'ils ont pris le vélo. Et qu'ils ont à l'intérieur des centres-villes changé leur mode de déplacement. On voit une montée en puissance du vélo, pas forcément active sur le report modal voiture-vélo, mais plus ciblée sur les gens qui avaient l'habitude d'emprunter les transports publics en centre-ville et qui, au lieu de faire 1 ou 2 stations parce que c'était simple et facile, vont les faire à pied. Et vont être sensibles à en fait, la fréquentation et le niveau de charge, on va dire, de chargement des bus ou des métros. On supporte moins d'être avec du monde, de la foule dans les transports. En tout cas, on a vu que pendant la crise sanitaire, qui n'est malheureusement pas encore complètement terminée, donc on est prudent, mais on a vu que en mettant des outils digitaux de type information sur le bus ou la ligne est chargé
plus ou moins. On faisait, en tout cas, on avait besoin de donner cette information pour que les gens soient à l'aise et confortables dans les transports publics. Donc Alors, on va prendre le ça temps change, d'explorer. la dynamique, ouais, très Hmm. clairement. On va prendre le temps d'explorer ce changement de dynamique. François-Xavier Albouy, même question. Quels enseignements, à la place qui est la vôtre, est-ce que vous tirez de cette pandémie pour ce qui concerne la mobilité, notamment peut-être la mobilité aussi des personnes les plus âgées ou les plus isolées? Écoutez, d'abord, je ne suis pas prof à Dauphine, mais c'est un détail, Ah, mais ce n'est pas grave. Je crois que cette crise, elle va quand même changer beaucoup de choses et à long terme. Et si on essaye de réfléchir, non pas aux conséquences immédiates, qui sont probablement passagères ou de court terme et qu'on ne sait pas bien évoluer, mais il y a quelque chose qui va probablement changer, c'est le rapport qu'on a tous aux services sociaux ou sociétaux dont le transport fait partie et qui est quelque chose de très important. Et dans tous ces services, on est finalement tous un peu consommateurs et pas assez producteurs, et pas assez producteurs d'engagements sociaux. Et c'est cette histoire du transport, de tous les efforts qui sont faits pour effectivement, ce que vous avez dit, le multimodal, etc., et l'inquiétude qu'on a par rapport à l'usage qui serait fait dans l'avenir, je crois que la bonne idée, c'est de réfléchir à des organisations où tout le monde participe. Il y a l'État, il y a la région, bon, ça c'est assez clair, il y a aussi les communes, mais il y a aussi les entreprises. Et les entreprises, elles se caractérisent, elles sont consommatrices évidemment de services de transport et de transports régionaux, elles en ont besoin, mais elles peuvent être aussi productrices et se lancer dans des projets communs avec la ville ou la commune pour des transports partagés qui puissent aider quand même les employés et les collaborateurs qui ne sont pas télétravailleurs à rejoindre leur entreprise le matin et dans la journée bénéficier aux autres publics. Enfin, c'est un exemple extrêmement naïf, mais de dire que l'attitude, je pense, va peut-être un peu changer, que pour des tas de raisons de besoin de transformation rapide du côté de l'environnement, d'adaptation aussi aux évolutions sociales très rapides et qui sont souvent assez tendues, de coût global de toutes ces transformations. Donc, quand on regarde le budget pour transformer et moderniser les réseaux ferrés, si je ne dis pas de bêtises, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai cru comprendre que c'était de l'ordre de 25 milliards d'euros d'investissement d'ici une dizaine d'années. Donc, c'est des sommes absolument considérables. On peut rêver du transport ferroviaire, du transport fluvial, mais on ne peut pas dire que c'est juste un plan de financement d'infrastructures qui est organisé par l'État sans qu'il soit pris à bras-le-corps par des entreprises et les régions. La région, d'ailleurs, me paraît être la bonne granularité. Elle n'a pas toutes les c'est le bon échelon, ouais. C'est le bon échelon parce que les besoins en termes d'adaptation des transports sont évidemment très différents suivant les régions et suivant les habitudes de mobilité de ces différentes régions. Donc, ce n'est pas l'échelon unique non plus parce que la région, elle n'a pas de compétences sur plein de trucs. Sur le réseau routier, je ne crois pas qu'elle ait énormément de compétences. Sur la SNCF, elle peut dire des choses, mais on voit bien que ce n'est pas toujours très écouté vu les fermetures des 10 dernières années des gares des petites gares, et elle n'a pas non plus le choix du mix énergétique, en fait. Mais elle peut piloter des projets. Elle peut piloter un projet, je ne sais plus quelle région a piloté un projet d'une construction d'usine pour des batteries, pour les bus qui desservent la région. Enfin, on peut piloter des projets comme ça. Elle peut favoriser des partenariats publics-privés avec des opérateurs de type Transdev ou autres, et favoriser par exemple l'émergence de l'hydrogène dans la région, donc, à la fois pour le parc public et régional, et puis aussi aller vers le parc privé ou celui des entreprises, et mélanger un peu tous ces genres pour arriver à atteindre les objectifs qui sont fixés d'ailleurs dans des lois de programmation, enfin, les objectifs de consommation de gaz à effet de serre, enfin de production de gaz à effet de serre par le transport sont assez précisément fixés pour chaque région. Elles ont du mal parce que c'est très coûteux et puis que c'est des projets de long terme, mais c'est probablement quelque chose qu'il faut accompagner. Donc, cette question que la crise Covid, oui, elle va changer, mais elle va changer peut-être dans la lecture de qu'est-ce qu'on veut et à quel horizon. Et évidemment, le télétravail, ça peut être d'ailleurs
partie intégrante d'un accord d'entreprise sur le télétravail, où moi, l'entreprise, je m'engage à réduire les flux de transport de mes collaborateurs, ou les étaler mieux dans la journée, à éviter les phénomènes d'heures de pointe, etc. Et en contrepartie, je bénéficie de certains services pour mes collaborateurs de transport à faible coût énergétique et qui sont modulables, qui sont adaptés aux besoins de chacun. Enfin, il y a des choses à réfléchir comme ça qui vont se mettre en place. Mais là où je vous rejoins et où vous avez totalement d'accord, je pense que l'appétence pour se retrouver dans des réseaux de métro bondés, comme on les connaît en région parisienne, peut-être un peu diminué par rapport à l'avant. Alors, on va parler du voilà, comment est-ce qu'on fait, et vous disiez, François-Xavier Albouy, que vous souligniez l'importance de mettre tous les acteurs en mouvement sur ces questions de mobilité. Je voudrais quand même qu'on reste un tout petit peu sur ce diagnostic du moment que nous vivons avec vous, Édouard Hénault, sur notamment cette aspiration qu'on a pu ressentir, peut-être chacun à notre niveau, percevoir dans les médias, dans certaines enquêtes d'opinion, cette aspiration au changement de vie, au changement de rapport par rapport au travail. Vous, comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est quelque chose de durable? Est-ce que ça va entraîner un mouvement clair voilà, des métropoles vers les villes moyennes, par exemple? Qu'est-ce que vous anticipez? Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on passe dans une étape de plan de relance, d'une certaine manière, derrière cette pandémie, que clairement, la région a un rôle de chef de file dans la coordination, dans la gestion de l'intermodalité. Et dans le cadre de la loi LOM, elle a la possibilité de venir soutenir, épauler, donner à des autorités organisatrices sur des territoires encore plus éloignés, j'allais dire, les compétences transport. Et c'est bien cet ensemble qui va vous permettre de remplir en fait les trois dynamiques qui sont nécessaires dans cette logique de relance. C'est d'abord un enjeu d'équité territoriale et sociale, et on voit bien que cette crise qui s'est amorcée avec la pandémie, mais qui avait aussi des bases dans la logique gilet jaune, renforce cette logique de fracture un peu territoriale où finalement, quand on augmente le prix du gasoil, on voit qu'instantanément, ça a des répercussions sur l'usage de la voiture et sur le porte-monnaie de ceux qui les utilisent. Et on voit aussi toutes les limites du transport public dans sa concentration sur les pôles, les métropoles, les agglomérations, en tout cas dans les transports du quotidien, sur finalement la défaillance aujourd'hui par manque d'investissement du réseau de lignes de desserte fine ferroviaire qui ne remplissent plus leur rôle sur les territoires et qu'il faut repenser. Et on voit également toutes ces nouvelles dynamiques de territoire avec des villes moyennes qui profitent de l'attractivité des métropoles et tout un écosystème en fait lié à la mobilité très, très, très clairement entre les villes moyennes, les métropoles de proximité et toute cette dynamique qui peut être créée autour. Et évidemment, le dernier enjeu, c'est celui écologique qui nous anime et qui nous emmène aussi vers la relance. Et on le voit bien, l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est de dépasser le centre-ville, c'est d'aller dans le niveau des aires urbaines et donc d'être en capacité d'aller offrir davantage de services. Et en faisant ça, on renforce notre impact sur j'allais dire, le traitement des gaz à émissions, enfin la réduction du niveau de gaz à effet de serre. Pourquoi je dis ça? En fait, globalement, 2/3 des populations des aires urbaines n'habitent pas dans les villes-centres. Si je prends par exemple l'aire urbaine de Lyon, on a 2 300 000 habitants sur l'aire urbaine. On a 30% des habitants qui habitent la ville-centre. Et si on regarde les émissions de la mobilité des personnes, l'un des premiers postes d'émissions en France, 60% des émissions proviennent des aires urbaines. Et les déplacements dans les centres urbains ne représentent que 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la focalisation, elle permet de remplir à la fois cette dynamique sociale et d'équité sociale en termes de mobilité, c'est-à-dire je m'éloigne
du centre-ville. Et je vais offrir davantage de transport public et donc je redynamise l'offre sur le périurbain, sur les périphéries. Et en plus, je résous de manière fortement significative cet enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030. Et j'ai un impact qui est fort. Et l'usage de la voiture, ce n'est pas de l'exclure, c'est de le réduire et qu'elle s'insère dans la logique d'intermodalité entre un ferroviaire qui a un vrai rôle à jouer dans l'impact écologique et dans le fait d'arriver sur des réseaux structurants et d'emmener les gens vers les bassins d'attractivité, mais aussi tous les réseaux de cars, de régions, de lignes régionales de cars, tous les réseaux scolaires, évidemment. Le scolaire a un rôle essentiel, on est en train de former la jeunesse de demain. Et puis, évidemment, tous les réseaux des centres-villes avec les dispositifs qui sont déjà zéro carbone, le tramway et l'évolution progressive, voire très rapide, des bus vers des énergies plus vertes. Il y a la place de l'innovation dans les problématiques que vous évoquez, elle est centrale, et notamment le numérique. Vous évoquiez le rapport des Français à leur voiture. S'ils sont si attachés à leur voiture, c'est qu'elle est synonyme de liberté. En quoi le numérique peut-il offrir plus de souplesse, plus de liberté à des personnes qui vivent en dehors des réseaux en dehors des zones les mieux desservies? En fait, le numérique, il va vous donner accès, et ce n'est pas une question d'âge d'ailleurs, le numérique. On connaît tous des seniors qui sont très, très habiles et très affûtés sur l'utilisation du digital. On connaît tous maintenant nos jeunes qui sont natives et qui ont complètement intégré cette dimension. Mais le numérique, il vous permet, par exemple, quand vous êtes au sud de l'Essonne, donc plutôt en territoire rural, de vous dire que vous avez accès et d'avoir l'information que vous avez accès à un P+R, par exemple à Brive-sous-Forges, un parking relais, en fait, qui vous permet de déposer votre voiture, ouais. De prendre un réseau de cars express sur voie dédiée qui va vous emmener à la gare de Massy-Palaiseau et donc qui va avoir une fréquence de 5 minutes pendant les heures de pointe et qui va vous permettre de rejoindre le réseau structurant des trains et des TER de la région parisienne pour aller dans le cœur de Paris. Les gens qui font ça aujourd'hui gagnent 13 heures de temps utile par mois plutôt que d'essayer de faire le trajet avec par leur mois, propre voiture. uniquement voilà. parce qu'elles prennent le car plutôt que la voiture qui les met dans les embouteillages. Voilà, et avec un succès qui est notable, c'est-à-dire qu'on avait imaginé avec Vinci, puisqu'on a travaillé le sujet avec Vinci et la région, on avait imaginé d'avoir 1000 personnes qui l'emprunteraient quotidiennement. On est à 3000 personnes, on a pris des cars sur double étage, vous pouvez voyager de manière tout à fait sereine, vous pouvez utiliser le Wi-Fi et faire vos derniers rapports avant d'arriver au travail, vous pouvez dormir si vous le souhaitez, vous pouvez avoir accès à tous les abonnements possibles et imaginables de revues pour pouvoir passer le temps. Et vous arrivez à la gare de Massy, il y a encore des efforts à faire sur l'intermodalité, sur les repérages pour que ça soit super fluide, mais on a vraiment une dynamique qui est en train de se créer là-dessus. Et ça, c'est un modèle qui vous permet à la fois de travailler la périphérie, de donner accès et de rejoindre les centres des métropoles et des agglomérations de manière privilégiée, donc d'éviter la congestion des véhicules. On mise tous sur la voiture électrique, on entend parler de la voiture électrique, mais on sait que la voiture électrique ne résoudra que 20% des émissions de gaz à effet de serre et que si on veut être structurant, en fait, il faut amener 2 à 3 fois plus de transport public et faire monter les gens sur du transport partagé, sur de la mobilité structurée, organisée et qui va permettre de remplir les objectifs que le secteur des transports, tout transport confondu, finalement, est un des rares à ne pas avoir progressé ces dernières années. Là-dessus, François-Xavier Albouy, je voudrais qu'on
qu'on approfondisse un point que vous souleviez tout à l'heure, c'est l'importance donc de la coordination entre les différents acteurs, parce que là, on en donnerait un exemple vraiment très intéressant sur le fait que des salariés, des employés puissent prendre très facilement des bus qui leur évitent de prendre la voiture sur la totalité de leur trajet, mais ça demande sans doute plus de souplesse de la part des entreprises. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut que chacun joue son rôle, entreprise, collectivités territoriales, toutes les institutions ont un rôle à jouer dans la transformation des mobilités. Moi, je crois. D'abord parce que, objectivement, j'ai l'impression, en tant qu'usager, quand je vais aux Pays-Bas, par exemple, et que je monte dans un train de banlieue pour rejoindre, alors on dira c'est un petit pays, les transports, ils sont très réticulés, mais c'est magnifiquement organisé. C'est-à-dire, je peux accéder à Internet dans mon train de banlieue, je suis assis, j'ai un café, enfin, je me sens comme dans un royal, quoi, comme dans un TGV, et l'accueil est très bien. Je peux mettre mon vélo tout de suite sur le quai de la gare. Enfin, c'est vraiment. Vous pouvez acheter votre billet au débeauté à l'intérieur du train. Exactement. Et puis, d'ailleurs, il marchera pour le métro aussi. Enfin, bon, les choses sont intelligemment conçues. Nous, pour des raisons qui sont probablement un peu historiques et qui tiennent à la différence, toutes les agences qui s'empilent les unes sur les autres, c'est toujours un peu en retard en termes de confort d'usage et de fluidité vous avez raison de le dire. Il y a une deuxième chose qui est importante qu'il faut considérer, c'est que toutes ces évolutions, c'est des transitions. Ce n'est pas vraiment des évolutions, c'est des transitions et que ça ne se fait pas sans mal. Alors, on a vu l'exemple modal, pour le coup, c'est les Gilets jaunes là, qui nous montrent que ça a été immédiatement une réaction éruptive. Et c'est vrai qu'on propose, et c'est une contrainte, le transport, c'est long, c'est harassant, etc. Et si en plus on augmente le coût pour des raisons qui ne sont pas très claires, ça paraît, ça ne se fait pas sans mal. Ça. Bon. Et forcément, ces transitions ne seront pas toujours heureuses. On a tous en tête, et on y croit, et on a raison, les technologies, un environnement plus fluide, de la douce musique, de l'interconnexion, etc. En pratique, c'est jamais ça. Il suffit d'être parisien 2 minutes, puisqu'on il ne faut pas exclure Paris des régions, mais pour se rendre compte que l'évolution des transports sur les trottoirs à Paris, c'est une transition qui relève parfois un peu du cauchemar, quoi. C'est parti d'un rêve assez doux et c'est devenu un véritable cauchemar, et ça l'est en particulier pour les personnes âgées, mais aussi pour les mobilités douces peuvent être très brutales pour les personnes âgées notamment. Et pour les on parle des trottoirs. Ouais. Oui, donc bon, c'est des transitions, elles ont un côté positif, elles ont un côté sympathique, c'est des nouveaux usages. Maintenant, elles ne se font pas sans mal, faut pas rêver, même dans un environnement totalement technologique où je peux localiser mon scooter, ma trottinette où je veux, etc. Et tout ça. Donc, donc c'est important de mettre un peu tous les usagers autour de la table. Et on rentre aussi dans une période où les entreprises vont avoir beaucoup plus de responsabilités sociales et environnementales à prendre. Mais elles en sont conscientes de ça? Je veux dire, il faut éduquer les chefs d'entreprise à ces sujets-là, ou alors ils sont vraiment complètement… Non, je ne crois pas. Je crois d'abord, ils seraient assez autistes de ne pas avoir compris les signaux qui sont portés. Et ensuite, non, c'est devenu une réalité. En tout cas, l'environnement, c'est devenu une véritable réalité sur les marchés financiers. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de lever des fonds ou des capitaux pour une raffinerie de pétrole. C'est assez difficile. Donc, et donc, c'est tendu. Donc, c'est vraiment le truc d'avenir. Ça, c'est vraiment le truc d'avenir. En plus, ça commence à être, pour la partie environnementale, assez bien paramétré avec des mesures, etc. Enfin, on a des choses qui sont assez étonnantes, des modélisations qui sont assez étonnantes. Donc, après des années de greenbashing et de bonnes intentions, on est aujourd'hui dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on met des capteurs à la sortie de l'usine et on voit combien ça a économisé ou pas. Et en fonction de ça, il y a une rentabilité extra-financière qui devient essentielle. Il va, je pense, avec la Covid, en être de même pour les enjeux sociaux et sociétaux. C'est-à-dire, je ne peux pas être aujourd'hui chef d'entreprise et pas m'intéresser à la formation professionnelle des gamins, du personnel peut-être, ou des gamins qui bossent, qui sont dans la cité à côté de chez moi, et pas faire quelque chose pour y participer. Ou bien à la mobilité de la cité qui attend toujours son projet
de lignes de bus qui ne marchent pas ou de métro ou que sais-je, enfin de machin. Donc, à désenclaver les endroits où sont mes collaborateurs et puis aussi mes clients. Parfois, c'est pas complètement inutile. Donc, elles vont de proche en proche venir faire ça. Alors, évidemment, on ne va pas leur demander de faire le boulot de Transdev parce que sinon, on perd du temps. Mais elles pourront, au titre Peser dans ce débat. sociaux, participer d'abord à l'organisation des nouveaux services et ensuite en financer une partie parce qu'elles en consomment. Elles en consomment pour elles-mêmes et participer à cette nouvelle organisation et l'afficher comme telle et jouer ce rôle institutionnel leur apportera des bénéfices peut-être pas monétaire immédiatement, mais très important en cas d'influence dans la région, s'il y a une crise, quelque chose, de pouvoir peser dans les ajustements qui sont faits. Donc, de montrer qu'elles ont une bonne volonté là-dessus leur sera loin d'être inutile. Et par ailleurs, c'est important. Et que cette problématique de changer les comportements qui est encore floue et qui est un peu illusoire, à la fois on en a envie, on n'en a pas envie, mais pourtant elle est au cœur de motivation de beaucoup de jeunes salariés en particulier. Elle peut s'incarner comme ça, en mettant le télétravail pas comme quelque chose qui est, par exemple, un élément de confort, mais qui reste une manière d'être productif, en consommant peut-être un peu moins de transport, bien qu'il faut se méfier des paradoxes que vous avez soulignés. C'est-à-dire que si on a une clientèle de jeunes cadres qui vient au bureau en voiture à plus de 50 km, on ne va pas avoir gagné énormément. Donc, il y a des choses à réfléchir et à mettre en place. Et je ne vois pas qu'on puisse dire il y a une autorité régalienne un peu caporaliste qui décide de tout, etc., comme on le faisait un peu dans les années 70 et qui a un rêve, je sais pas, de ville nouvelle, de ceci, enfin un truc comme ça. C'est plus comme ça que les choses marchent, c'est pas ce dont les gens veulent et c'est pas possible au terme des finances publiques parce qu'on va pas pouvoir tout faire, la formation, la santé, les transports, etc. Donc il faut un peu, j'allais dire… Il faut de l'intelligence collective, quoi, voilà. Oui, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. J'ai une question, parce que c'est vrai qu'on… Oui, je vais terminer, puis ensuite, oui. Non, c'était très aimable. Je voulais dire, le sujet de Transdev, il nous concerne tous en termes de bien-être et d'organisation de vie. Il y a aussi peut-être un truc, il y a des publics qui sont, quand on réfléchit en termes de mobilité, on parle finalement beaucoup des collaborateurs d'entreprise, mais il y a des publics qui ont besoin de mobilité et qui ont une demande de mobilité qui n'est pas satisfaite. Et il y en a deux, c'est les jeunes, mais c'est un peu particulier, et les personnes âgées. Et là-dessus, vous m'ôtez une question de la bouche parce que je voulais justement poser une question sur les personnes qui commencent à ne plus pouvoir conduire, qui voilà, parce que elles arrivent à un âge où voilà, à un moment où elles sont plus dépendantes. Je pense notamment à ces personnes, je parlais des personnes les plus isolées dans certaines zones pavillonnaires où les transports publics viennent moins. Et je voulais vous poser la question, Édouard Hainaut, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce que vous réfléchissez à des moyens de transport qui s'adressent spécifiquement à ces populations qui entrent dans la dépendance et qui sont dans des zones assez isolées? Oui. Alors, déjà, une première réflexion qui est, à mon avis, intéressante, c'est ces seniors qui sont juste avant la dépendance. En fait, finalement, ce sont celles qui se déplacent le moins dans le cadre des mobilités du quotidien, mais qui font les plus de longues distances, et de mobilité en longue distance aujourd'hui. Alors, pouvoir d'achat, enfin, il y a pas mal de critères et les économistes que vous êtes le savent bien mieux que moi. Et cela dit, elles se déplacent quand même plus qu'avant du fait de l'amélioration de la durée de vie et de cette santé qu'on arrive à conserver plus longtemps. Et puis, en plus, ce sont celles qui marchent le plus et qui font, quelque part, le bien moins de kilomètres par jour que les autres. Donc, il faut prendre ça en compte. Et à partir du moment où vous arrivez un peu dans la dépendance, c'est clair qu'on arrive sur d'autres sujets. Mais avant même de rentrer dans cette logique de dépendance, j'aurais envie de dire que le Covid a accéléré plusieurs choses là-dessus. D'abord, on a fait venir un certain nombre de moyens à la maison dans cette crise. Il y a beaucoup de livraisons qui viennent directement chez vous, vous déplacez moins. Vous pouvez même faire une consultation maintenant par vidéo avec un médecin, donc il y a une certaine forme d'efficacité.
Mais quand on a besoin vraiment de se déplacer, et voilà, pour dans une mobilité de proximité. Et donc, on aura sûrement un effet de plus de livraison et moins de déplacements. Il y a nécessité d'avoir plus d'aménagement actif. Là, en fait, c'est plus l'urbanisme qui va jouer son rôle. C'est comment on fait fonctionner la marche et le vélo un peu différemment, comment on sécurise les gens sur des pistes cyclables, comment on aide à promouvoir la marche avec du mobilier urbain pour savoir se reposer à quelques étapes, etc., et le faire de manière beaucoup plus proactive. Donc, ajouter des bancs, des lieux où les personnes puissent s'asseoir pour reprendre le… Voilà. Et avec cette logique qui va peut-être évoluer, on voit qu'il y a, je crois, aujourd'hui à peu près plus de 100 000 maisons individuelles en rural qui ont été vendues dans les derniers temps par rapport au volume habituel. Donc, ça représente à peu près 6% de ventes en plus. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène majeur, mais en tout cas, c'est un phénomène qui existe aujourd'hui. Et on voit qu'il y a un sujet de redynamisation des centres-bourgs, de recréer des lieux de vie à certains endroits. Je voudrais illustrer trois aspects parce qu'on ne peut pas non plus imaginer d'avoir du transport public partout. Aujourd'hui, 40% du territoire français n'est pas couvert par du transport public et 40% de la population n'est pas couverte par du transport public. Donc, il y a un usage de la voiture, il y a la possibilité d'avoir des modes actifs type vélo sur des courtes distances, mais à des moments donnés, il faut réfléchir à des choses. Donc, si on parle des seniors qui ont encore un peu de mobilité. J'ai un exemple en tête qui vient des Pays-Bas où on a monté ce qu'on appelle un Bird Bus et on vient de lancer la première expérimentation Bird Bus à Libourne. En quoi ça consiste ? L'objet, ça consiste en fait avec un permis de conduire classique, de former des conducteurs, de créer des lignes régulières qui sont co-construites avec les habitants du territoire, qui est généralement un territoire peu dense. Ce n'est pas du TAD, c'est vraiment une ligne régulière. Du transport à la demande, c'est vraiment une ligne régulière. Et c'est de faire appel, on fait appel au milieu associatif qu'on va former pour conduire des navettes de 9 personnes. Et nous, on met à disposition les véhicules, on les entretient, on forme les conducteurs et on gère la ligne et on a défini une ligne régulière avec des horaires, avec des temps de passage, etc. Ce dispositif-là, il permet finalement de répondre à une complémentarité, en complémentarité au transport public qui serait absolument pas économique sur ces territoires-là et d'offrir un vrai service de proximité aux habitants, fait par les retraités, fait par les associations et l'économie sociale et solidaire, typiquement. Les chauffeurs sont des retraités. Les chauffeurs sont des retraités. Non, exactement. C'est associatif et les chauffeurs, c'est une expérience géniale. C'est vraiment… Voilà. Et bon, l'idée, elle ne vient pas de nous, elle vient des Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a 250 lignes de ce type-là qui embarquent plus de 6000 conducteurs. Enfin, c'est à grande échelle. Et on vient de lancer la première expérimentation. J'ai un deuxième exemple qui me vient en tête, c'est par rapport aux entreprises et notamment la capacité à recruter et la capacité à amener vers l'emploi des gens qui s'en sont éloignés. C'est une expérimentation qu'on a menée dans les Hauts-de-France, dans le sud avesnois, dans ce bassin minier, où on a en fait créé un bouquet de solutions avec la région pour avoir des véhicules à 1 euro pour être capable d'aller faire un entretien de recrutement, des véhicules électriques d'ailleurs, ou un partenariat avec des taxis locaux qui vous emmènent vers votre entretien de recrutement. Il y a une boutique de mobilité spécifique où les gens peuvent venir se former, comprendre ce qu'il y a comme transport public à proximité. Et puis, on les accompagne en fait pour qu'ils puissent utiliser ce qui est à disposition et qui est totalement méconnu en fait. Et ça, c'est important et ça ne peut pas être que du digital. Il y a cette notion d'accompagnement. Il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait des… Oui. Et avec des élus volontaires, le maire typiquement de Fourmies, une région qui a compris tout l'intérêt pour essayer de remettre les gens à l'emploi.
ben, on a créé un dispositif aujourd'hui qui est autoporteur et qui permet de ramener des gens à l'emploi. Location de vélos assistance électrique. Et pour moins de 1 euro, vous pouvez aller faire un entretien dans une entreprise et organiser votre mobilité ensuite. C'est intéressant parce que vous répondez presque par avance à une des questions qui nous était posée là, sur le fil, qui nous demandait voilà, comment est-ce que vous répondez, notamment pour les personnes qui sont en situation de précarité, à des difficultés de ce type de mobilité. Et vous venez de citer un exemple très intéressant sur les entretiens d'embauche. Et là, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de Transdev, c'est la mobilisation d'un écosystème, à la fois avec l'insertion, avec les acteurs économiques, avec l'économie sociale et solidaire, les élus, évidemment, tout ce qui est académique et institutionnel, parce qu'il y a de la formation dans ces dispositifs-là, et évidemment les opérateurs de mobilité. Et je crois que c'est ça, hein, c'est partir du besoin actuel d'un territoire, essayer d'adapter des modes, des dispositifs qui sont adaptés en termes d'écosystème. Et encore une fois, en mettant tout le monde, en mobilisant tout le monde, hein, voilà, tout le monde autour de la table. Ça, on est toujours autour de la question de co-construction permanente. Ouais, c'est clair. Je ne sais pas si François-Xavier Albouy voulait ajouter quelque chose sur ce thème. J'ai après une question très précise. D'accord, c'est vraiment ça que je voulais exprimer. C'était qu'évidemment, il faut y mettre les associations, les opérateurs de transport, les entreprises, les communes, les régions, etc. Il faut le faire dans un souci de répondre aux vrais besoins et d'y répondre rapidement. Et ça donne une satisfaction par rapport à toutes les transitions qui nous sont imposées. Et puis, il faut être pratique aussi. Quand vous avez 85 ans, disons, puisque on reste jeune de plus en plus longtemps, même si vous êtes en bon état de santé et que, fort heureusement, vous n'êtes pas touché par les maladies neurodégénératives, allez jusqu'à la gare, porter les valises jusqu'au train et puis arriver à la gare en province ou ailleurs où il n'y a pas vraiment d'escalator et puis trouver un taxi, etc., ça devient des difficultés qui sont insurmontables et qui freinent un peu la mobilité. Ce n'est pas toujours une question d'argent, c'est une question de pratique, en fait. Et alors, ça, c'est en train de s'améliorer. C'est très doucement, quand même, par rapport aux autres pays. Alors, ça intéresse personne parce qu'on dit, bon, les porteurs, c'est pas un sujet porteur. Mais en fait, c'est essentiel. À 85 ans, j'ai besoin d'avoir les moyens de me payer un taxi, certes. Alors, on peut réfléchir tout ça, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui s'occupe de mes valises. Qui m'aide à grimper l'escalier, quoi. Et ça, c'est pas du tout accessoire. Et ça peut, bon, je voudrais dans les toutes dernières minutes, puisqu'il nous reste vraiment 5 petites minutes, qu'on aborde une question très précise qui a d'ailleurs été au cœur de la campagne de certains ou certaines candidates, qui concerne la gratuité, la tarification d'ailleurs, parce que on se rend bien compte qu'il y a des tarifications avantageuses pour les jeunes et pour les seniors, pour les différents types de mobilité. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce que la piste de la gratuité vous semble intéressante? Et si oui, dans quel cas? Très rapidement, évidemment. D'abord, peut-être Édouard Hainaut, puis François-Xavier Albouy. Ouais, je me permets juste d'illustrer. On travaille avec une start-up qui s'appelle Mon Copilote et qui permet à des gens qui commencent à avoir du mal à conduire d'être copilotés pour pouvoir utiliser leur propre véhicule et être copilotés et être aidés aussi dans leur déplacement du quotidien pour aller à la poste, pour aller faire des courses comme ils avaient l'habitude de le faire. Et je rajouterais que nos collègues de la Poste aussi ont créé des tas de services grâce au facteur qui va irriguer le territoire de manière très pénétrante, des tas de services pour surveiller, pour apporter du service directement auprès des seniors qui ont de plus en plus de mal à se déplacer. La gratuité, question de tarification de la gratuité. Ouais, il n'y a pas de. D'abord, il n'y a pas de service gratuit. On a en tête que le transport public est financé, je dirais, à seulement 30% par les recettes liées aux usagers et que le reste, c'est du financement public, très clairement.
Donc aujourd'hui, l'usager il paye déjà peu, je dirais peu comparativement au coût du service. Ce qui rend un service, utile, c'est d'avoir de la fréquence, d'avoir de la disponibilité et d'être en capacité d'utiliser les transports publics pour faire ce qu'on veut faire. Je voudrais juste donner un exemple qui est un exemple un peu lointain, mais qui est l'exemple de Bogota. À Bogota, le salaire moyen est à 250 dollars et les gens qui empruntent le service, s'appelle le Transmilenio, c'est un métro sur roue et en surface quasiment, puisque ça déplace plus de 45 000 personnes par heure. Ce Transmilenio, il coûte 70 cents par voyage. Donc, pour 1,40 $, en fait, vous voyagez quotidiennement. 1,40 $ rapporté à 250 dollars mensuels. Ça veut dire que les gens empruntent le Transmilenio, ce moyen, ce BRT, là, ce bus rapide transit. Ils l'empruntent tous les jours parce qu'il leur rend un service pour aller travailler. Donc, en fait, c'est bien le fait qu'on a une disponibilité, un usage qui fait qu'on est prêt à payer parce que ça va vous rendre service dans votre vie. La gratuité, il vaut mieux parler de tarification solidaire, de tarification sociale adaptée. Pourquoi, je prends l'exemple de Paris, mais pourquoi se priver du ticketing des touristes qui finalement empruntent le réseau qu'ils n'ont absolument pas financé au démarrage? Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver finalement de l'environnement, des gens qui sont prêts à payer pour un service, mais plutôt de cibler le financement et adapter le prix du transport pour ceux qui en ont besoin. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on aura besoin d'investir énormément dans les prochaines années pour remplir ce qui est nécessaire en termes de limitation des gaz à effet de serre et de transition écologique. Et ça va nécessiter des investissements importants en termes d'infrastructures et en termes de moyens de transport. Donc, ce n'est pas forcément le bon moment pour mettre en place ce type de c'est ni le bon moment et ce n'est pas adapté à tous les territoires. À tous les territoires. Peut-être que vous pouvez l'imaginer parce que vous voulez redynamiser un centre-ville. Peut-être. Ouais, j'ai lancé ce débat à quelques minutes de la fin de notre entretien. Donc, évidemment, je prenais un petit risque. Je vais vous demander, François-Xavier Albouy, de terminer peut-être d'ailleurs sur cette question de la tarification, de la gratuité. Écoute, c'est une des questions les plus quelques secondes, s'il vous plaît. C'est une des questions les plus redoutables qui se posent à l'économie contemporaine, c'est-à-dire comment valoriser les biens communs, les services communs et comment les monétiser éventuellement. Donc, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, ce que Édouard Hénault nous a dit. Je n'ai pas d'objection majeure. Je pense qu'en effet, enfin, cette nécessité, ça coûte de l'argent. Et de toute manière, si c'est gratuit, ça coûte aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire liés à la transition. Si le service est gratuit, il est moins réticulé, moins fin, moins fluide, moins disponible que si je le paye. Et la voiture individuelle, je la paye. Donc, il n'y a pas de photo là-dessus. Je suis assez d'accord. Mais cet effort de transition qu'on doit faire pour un avenir planétaire radieux et qui est bon, il faut aussi l'accompagner de tout un… Moi, j'aime beaucoup l'expérience citée aux Pays-Bas, là, où c'est des retraités. Ce sont des associations solidaires, c'est des retraités qui étaient chauffeurs de bus ou de taxi ou autre chose, et qui se disent, tiens, au lieu de rester je vais être actif, avoir une activité sociale, être engagé, et peut-être 1 ou 2 journées par semaine, conduire machin. Et ça produit du contre-désagrément, ça produit du bien-être, parce que, et y compris pour le chauffeur, parce qu'il est engagé, donc il a un rôle dans la société. Une utilité. Ça produit une valeur sociale, qui est une valeur de bien-être, et il faut la prendre en compte. Il faut pas avoir… il faut à la fois la prendre en compte et aussi accepter que le fait que tous ces services, à un moment donné, il faut bien les payer. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui achète le bus, même si c'est une association. Il y a des entreprises qui, derrière, ont sponsorisé
l'association ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est peut-être ce qu'on pourrait retenir de notre débat, c'est cette idée qu'il faut mettre un peu tout le monde autour de la table et aller assez vite si on veut aller vite dans les transformations et les faire accepter par la société. Merci beaucoup, en tout cas, François-Xavier Albouy. Merci beaucoup à vous, Édouard Reynaud, pour cette quatrième édition du Live Landois. Je remercie aussi les équipes de Bayard, Sybille Lemaire, Béatrice Destrès, Hélène Husso, Yvonne Herbin, Benjamin Bousquet pour La Croix, et puis Samuel Rowe qui réalise ce live. Et nous avons un prochain rendez-vous du Live Landois, ce sera le jeudi 8 juillet à midi, autour des enjeux du numérique. Merci à tous et à très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci, au revoir. Au revoir.